Nous allons maintenant vraiment entamer le cours de probabilité sous la base de ce que nous avons étudié jusqu'à présent, c'est-à-dire l'analyse combinatoire. Et dans cette première partie, nous allons donc étudier les lois de probabilité, l'espérance mathématique et la variance. Alors, pour définir les lois de probabilité, je vais me servir d'un symbole qui est noté grand oméga, que vous voyez ici, et qui représente l'ensemble de tous les événements possibles, où vous avez dans l'ensemble toute une série de petits oméga, oméga 1, oméga 2, oméga 3, jusqu'à oméga n, qui représentent à chaque fois un événement élémentaire. Pour que ce soit plus concret, vous voyez que j'ai pris un dé à jouer, je lance le dé, et bien quand je lance le dé et que je tombe sur un 1, et bien on va dire que c'est un élément élémentaire. Encore une fois, si je lance le dé et que je tombe sur un 3, c'est un autre élément qu'un autre événement élémentaire, et cela me permet donc de pouvoir créer, vous voyez juste en dessous, donc l'ensemble oméga qui contient 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui fait que à chaque événement élémentaire, je peux associer une valeur. On verra que ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Alors, juste en dessous de cet ensemble, j'ai créé un petit tableau, donc avec chacune des valeurs, ou chacun des événements élémentaires si vous préférez, et à chacun de ces événements, j'ai associé une probabilité. Il est clair que si je lance le dé et que je tombe sur 1, eh bien j'avais une chance sur 6 de pouvoir tomber sur cette valeur. Il en est de même pour le 2, ainsi que le 3, etc., etc. Il y a autant de probabilités de sortir un 6 qu'il y en a de pouvoir tirer un 2 ou un 1. Et à partir de ce petit tableau qui, d'une part, parle des différentes valeurs et des probabilités, eh bien, je peux construire, voilà, un petit graphique. Donc, vous reconnaissez le diagramme en bâton tel qu'il a été utilisé en statistique, et on constate, en voyant donc ce petit graphique, que toutes les probabilités sont identiques. On le voyait déjà dans le tableau précédent, mais même sur le graphique, ça se voit. On voit que tous les bâtons ont exactement la même longueur. On dit dans ce cas-là que les probabilités sont équiprobables. Alors, pour pouvoir aller un peu plus loin, je vais considérer qu'au lieu d'utiliser un seul dé, je vais en prendre deux, et du coup j'ai construit un petit tableau qui permet de faire en sorte de savoir, par exemple, si j'ai décidé de lancer mon dé et que je tombe sur un 3 et un 4, eh bien fatalement le résultat va donner la somme des deux, eh bien je vais obtenir un 7. À partir de là, je peux créer le petit tableau qui se trouve juste ici en dessous, où j'ai repris donc tous les résultats qui sont dus aux différentes sommes et le nombre de fois que les événements se produisent. Donc par exemple, dans le tableau, j'ai vu que je trouve 2 fois le 3. Comme le 7, je constate que je le trouve 6 fois, etc., etc. Comment est-ce que je peux calculer la probabilité? Eh bien, c'est en examinant les cas que je trouve et en les divisant par le nombre de cas possibles, qui est égal à 36, puisque j'ai affaire ici à un arrangement avec répétition. Même sans connaître les arrangements en répétition, il aurait suffi simplement de dire qu'on a un dé qui va de 1 jusqu'à 6, un autre dé qui va de 1 jusqu'à 6. 6 fois 6, ben, ça fait 36 cas possibles. Et cette fois-ci, on voit que les probabilités ont bien changé. On voit par exemple que le 4, si je prends cette valeur-ci, que le 4 de son côté retrouve 3 fois dans le tableau. 3 divisé par 36, ça fait une chance sur 12 de pouvoir tomber sur un 4. Vous allez peut-être aussi constater que le 7 est la valeur que l'on retrouve alors à ce moment-là le plus souvent. C'est une valeur de 6 sur 36. Donc on voit que le 7 se retrouve 6 fois dans le tableau,
hein, il n'y a pas d'autre valeur qui se répète plus souvent que cette valeur-là. Toujours divisé par 36, donc ça fait une chance sur 6 de voir cette valeur. Et là, on va pouvoir également construire un diagramme en bâton. Vous voyez que cette fois-ci, il est nettement plus évolué que le précédent. Toutes les probabilités changent et on constate qu'on peut trouver ce qu'on avait appelé un mode lorsqu'on utilisait les statistiques. On voit alors à ce moment-là, ici, le bâton le plus grand qui correspond à la probabilité la plus grande, et c'est donc bien le 7 qu'on a la possibilité de pouvoir retrouver le plus souvent. Alors, pour aller plus loin, j'ai repris un seul dé, en disant donc que oméga, c'est bien l'ensemble des événements qui concernent le lancement d'un dé à jouer. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans oméga, j'ai placé deux sous-ensembles, A et B. L'ensemble A correspond au nombre pair sur le dé, c'est-à-dire 2, 4, 6. Et B, c'est l'ensemble des diviseurs de 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 6. On voit donc du coup que 2 et 6 ont la particularité d'être à la fois pair et diviseur de 6. Et par contre, on voit que 5 n'est pas pair et il n'est pas diviseur de 6. Voilà, donc je viens de changer l'écriture. J'ai mis A et B sous forme ensembliste, donc avec les différents éléments qu'ils contiennent, et j'en ai profité pour mettre en dessous, d'une part, l'intersection, et d'autre part, l'union des deux ensembles. Alors, à partir de là, je vais pouvoir définir différentes choses. Je vais parler de ce qu'on appelle le cardinal d'un ensemble. Qu'est-ce que c'est que le cardinal d'un ensemble? En réalité, c'est très simple. C'est tout simplement le nombre d'éléments qu'il contient. Donc, le cardinal de l'ensemble oméga, eh bien, il vaut 6 parce qu'il contient 6 éléments. Et vous voyez qu'on va pouvoir jouer à ça pendant longtemps. Je vais, par exemple, dire que le cardinal de A correspond à une valeur de 3 parce que A contient 3 éléments. Et ainsi de suite, je peux même aller demander quel est le cardinal de l'intersection de A inter B. On voit que l'intersection de A et B, eh bien, c'est 2 éléments, et cela va bientôt nous servir. Une autre notion dont je vais avoir besoin, c'est le complémentaire. L'ensemble complémentaire, c'est lorsque je prends tous les éléments d'oméga qui ne se trouvent pas dans l'ensemble en question. J'explique, si je prends le complémentaire de A, eh bien, je regarde tous les éléments qui sont en dehors de A. Eh bien, comme A, ce sont les nombres pairs, eh bien, fatalement, A bar, ce sont les nombres impairs. 1, 3 et 5. Je peux prendre le complément de B. Le complément de B, ce sont donc tous les éléments qui sont en dehors de B, c'est-à-dire tous les éléments qui ne sont pas diviseurs de 6. Il n'y a que 4 et 5. Je peux aller plus loin en demandant quel est le complémentaire de l'intersection. Eh bien, c'est tout ce qui est en dehors de l'intersection, c'est tous les éléments sauf 2 et 6. Voilà. Et enfin, prenons toujours comme exemple A union B. Je voudrais connaître le complément de A union B. C'est tout ce qui n'est ni pair ni diviseur de 6. Il n'y a qu'un seul élément. C'est l'élément 5. Et là aussi, on pourrait demander de rechercher le cardinal de ces nouveaux ensembles. Maintenant, revenons au principe de probabilité.
Supposons que je veux connaître la probabilité de trouver un nombre pair lorsque je lance le dé. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je dis que la probabilité de pouvoir trouver un élément qui se trouve dans A, eh bien, ça va être le nombre d'éléments à l'intérieur de A divisé par le nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur de oméga. Si je calcule ça, pour notre exemple, eh bien, A contient 3 éléments. Oméga, lui, de son côté, lui, contient 6 éléments. Donc, si je fais la division, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir un demi. J'ai donc une chance sur 2 de tomber sur un nombre pair lorsque je lance un dé. Je veux faire la même chose, mais cette fois-ci avec B. Donc, je recherche la probabilité de tomber sur un diviseur de 6 lorsque je lance mon dé. Donc, il faut que je regarde le nombre d'éléments que j'ai à l'intérieur de B. J'en ai 4. 4 éléments sur 6, puisque oméga contient toujours 6 éléments, ça veut dire que j'ai 2 chances sur 3 de tomber sur un diviseur de 6. Calcul tout bête, que signifie la probabilité de oméga? C'est-à-dire, en réalité, c'est le cardinal d'oméga sur le cardinal d'oméga, c'est-à-dire 6 sur 6, c'est-à-dire 1. Là, on a affaire à ce qu'on appelle un événement certain. La plus grande probabilité possible, c'est quand la probabilité est absolument certaine. Que signifiait cette probabilité-là? C'était la probabilité que je lance un dé de tomber sur des valeurs qui vont de 1 jusqu'à 6. Allons un peu plus loin, un autre cas particulier, c'est si je veux calculer la probabilité de ce qu'on appelle un ensemble vide. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, je vais faire de nouveau le cardinal de l'ensemble vide divisé par le cardinal d'oméga. Vous allez voir que peu importe ce que j'ai en dessous de la barre de fraction, parce que le cardinal d'oméga, on sait que cette fois-ci c'est 6, mais on sait que, en ce qui concerne l'ensemble vide, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. C'est donc la probabilité nulle. C'est lorsqu'on tombe sur un événement qui sont impossibles. Ce sont les deux cas extrêmes. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de calculer la probabilité de quelque chose, on ne peut tomber que sur une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Quelle serait la probabilité contraire de tomber sur un diviseur de 6? C'est-à-dire qu'on recherche la probabilité de ne pas trouver un diviseur de 6. On pourrait faire donc cardinal de B bar sur cardinal de oméga, mais il y a encore beaucoup plus simple, c'est de dire la probabilité contraire, c'est de faire 1 moins la probabilité de l'événement. Ça noter que vous avez exactement l'équivalent. La probabilité de B est égale aussi à 1 moins la probabilité de B bar. Si je fais ça, je vais obtenir 1 moins 2 tiers. Ça va faire 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc j'ai une chance sur 3 de ne pas tomber sur un diviseur de 6. Effectivement, les deux cas possibles, c'est 4 et 5 sur les 6 possibilités différentes. Encore une autre manière de pouvoir faire un calcul de probabilité, c'est de rechercher la probabilité de A
si B. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que B, c'est l'ensemble des diviseurs de 6. Vous lancez votre dé et vous ne regardez pas quelle est la valeur, mais vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit « Ah, tu es tombé sur un diviseur de 6. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? » Eh bien voilà ce que signifie PA si B, c'est quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair si la condition avoir un diviseur de 6 est déjà acquise. Eh bien, on va calculer ça. Cette fois-ci, on va de nouveau refaire le calcul de cardinaux, le cardinal de deux ensembles, comme ceci, mais cette fois-ci, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Je vais donc avoir au-dessus A inter B et en dessous B. Ce qui va nous donner, donc, parmi les diviseurs de 6, et je sais qu'il y en a 4, il y a deux nombres parmi ceux-là, c'est 2 et 6, qui sont pairs. Donc, j'obtiens un demi. Donc, si je lance un dé et qu'on me dit que je suis tombé sur un diviseur de 6, j'ai une chance sur 2 d'être tombé sur un nombre pair. Qu'est-ce qui se passe si on fait P de B si A? C'est-à-dire que je lance mon dé, on me dit voilà, on est tombé sur un nombre pair, et je sais que des nombres pairs, il y en a 3, comme ceci. Voilà, question, dans l'ensemble A, eh bien, qu'est-ce que je peux avoir comme diviseur de 6? Ben, j'en ai toujours 2. Et cette fois-ci, c'est fini. Donc vous voyez que il ne serait pas question de faire la somme de celui-ci et de celui-ci pour obtenir 1, ça n'aurait absolument aucun sens. Par contre, je peux en déduire une règle qui est assez utilisée. C'est d'abord de remplacer le symbole de cardinal par P, probabilité. Est-ce que je peux faire ça? Bon, on va tout de suite voir que oui. Je peux dire que c'est égal donc au cardinal de A inter B divisé par le cardinal d'oméga, le tout divisé par le cardinal de B, le tout divisé par le cardinal d'oméga. Et qu'est-ce que je constate? C'est que je peux, sans la moindre difficulté, simplifier par cardinal d'oméga et je retrouve la règle précédente. Donc je peux très bien écrire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A si B multipliée par la probabilité de B. Nous allons illustrer ça encore d'une autre manière en utilisant ce qu'on appelle un arbre, quelque chose qui est fortement utilisé dans le calcul des probabilités et qui est très pratique. Voici donc le tableau pour deux ensembles et vous l'aurez compris, on part de
la gauche vers la droite. Donc, je démarre ici, et à partir de là, si je veux me diriger vers A, pour aller de là à là, je vais alors à ce moment-là trouver la probabilité de A. Et si je veux trouver la probabilité de A et de B, il faut à ce moment-là que je multiplie par la probabilité si A pour pouvoir trouver P A inter B. Et cela marche pour tous les cas possibles. Vous avez A et B, puis vous avez A et B bar, vous avez A bar et B, et puis en fait, pour terminer, A bar et B bar. Revenons à notre exemple du D. Probabilité de A, c'est 3 divisé par 6, ça donne donc 1 demi. Je vais donc pouvoir écrire dans mon lit. Voilà, mais connaissant la probabilité de A, je peux d'office trouver la probabilité de A bar, parce que je sais que la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Ou si vous voulez, il faut que la probabilité de A plus la probabilité de A bar donne 1. Donc, je vais également obtenir 1 demi. En effet, il y a autant de chances de tomber sur un nombre pair que de tomber sur un nombre impair. Probabilité d'obtenir B si A. C'est 2 tiers, nous l'avions déjà examiné. Probabilité de B bar si A. Bon, ça a l'air de se compliquer un peu plus. Examinons ce qui se passe au niveau des ensembles. J'écris tous les ensembles avec les éléments qu'ils contiennent, et bien du coup ça va devenir beaucoup plus clair. Je sais que A contient 3 éléments, 2, 4, 6. B bar, c'est l'ensemble qui contient tous les éléments qui ne sont pas dans B. Il y a 4, 5. Si je regarde l'intersection entre A et B bar, je ne vois qu'il y a un seul élément en commun, c'est le 4. Donc, je vais pouvoir faire mon petit calcul maintenant. L'intersection de A et B bar, c'est la même chose que l'intersection de B bar et A. Donc, il n'y a qu'un seul élément qui est commun à A et B bar. Qu'est-ce que j'ai comme nombre d'éléments dans A? C'est 3. Donc, le résultat, c'est 1 tiers. Voilà ce que j'obtiens pour P de B si A bar. Et enfin pour B bar si A bar. Pour trouver la probabilité de PA inter B, ou si vous préférez PA et B, la probabilité d'avoir les deux événements, de tomber donc à la fois sur un nombre pair et diviseur de 6, je n'ai plus qu'à multiplier les probabilités. Voilà, donc 1 demi fois 2 tiers est égal à 4 sixièmes, qui est égal à 1 tiers. Notez que je me suis arrangé pour ne pas simplifier directement, j'ai tenu à obtenir des sixièmes. Et je recommence 3 fois. Voilà qui est fait. Je vais encore pouvoir en déduire quelque chose. Je vais faire la somme de toutes les probabilités que j'ai obtenues jusqu'à présent. Je vais donc avoir un résultat de 6 sixièmes. Et 6 sixièmes, c'est bien 1. Donc voilà ce que je voulais confirmer, c'est quand je vais faire la somme de toutes les probabilités, fatalement, je ne peux obtenir que 1. Espérance mathématique. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions parlé de différents événements qui étaient associés
à différentes valeurs, donc à l'événement élémentaire oméga i, on pouvait associer la valeur xi. Eh bien, je vais un peu transformer cela en le notant cette fois-ci comme ceci, c'est-à-dire qu'à un événement oméga i, eh bien, je vais lui associer une valeur que j'appelle x de oméga i. Et pour simplifier les choses, on pourrait très bien de nouveau le noter xi ou bien grand xi. Mais ce qui va changer, c'est que jusqu'à présent, nous avions considéré que l'événement et la valeur avaient exactement la même quantité. On lançait un dé et on tombait sur 2, on considérait que la valeur était 2. Supposons maintenant que vous êtes en train de faire un jeu d'argent, hein, vous lancez votre dé, si c'est pair, vous gagnez 1 euro, si c'est impair, vous perdez 1 euro. Donc à ce moment-là, nous allons pouvoir calculer la probabilité de pouvoir gagner 1 euro ou de pouvoir perdre 1 euro. Donc vous aurez la probabilité pour la valeur de 1 et la valeur de moins 1. Or 1 et moins 1 ne se situent absolument pas sur le dé. Donc vous voyez que on peut alors à ce moment-là, à un événement, associer une valeur dont on peut rechercher la probabilité. Et cette fois-ci, je propose de jouer à pile ou face. Voilà, comme ceci. Pour faire simple, nous allons dire que nous lançons 2 pièces ensemble et on regarde si on tombe sur pile-pile, face-face ou bien pile-face et face-pile. Peut-être que ces deux-ci ne sont pas reconnaissables, donc on pourrait parler presque du même événement, mais nous allons les garder de manière séparée malgré tout. Voici mes 4 événements élémentaires. On va considérer que les pièces ne sont pas truquées, ça veut dire qu'il y a à chaque fois une chance sur 4 de tomber sur chacun des événements élémentaires. Et remarquez que ici, pile et face, face et pile ont été séparés pour pouvoir bien montrer qu'il y a autant de probabilités de tomber sur l'un que sur l'autre. Mais si je prends les deux, en réalité, le fait de lancer 2 pièces ensemble et de tomber sur pile et face, quelle que soit la pièce qui donne pile et face, va donner alors à ce moment-là un demi. On peut très bien les associer ensemble à ce moment-là. Donc je vais associer des valeurs x de oméga i à chaque événement oméga i, à chaque événement élémentaire. Donc si je tombe sur pile-pile, je gagne 5 euros. Si je tombe sur face-face, je gagne 2 euros. Par contre, si je tombe sur pile-face ou face-pile, je perds à ce moment-là 3 euros. J'ai créé un nouvel ensemble que je peux noter x de oméga qui contient donc les éléments moins 3, 2 et 5. Nous allons pouvoir maintenant faire une comparaison entre tout ce que nous avons vu en statistique et les nouvelles notions de probabilité où vous allez constater qu'il y a similitude entre les différentes formules. Première formule que nous avons vue en statistique, c'est la somme des fréquences est égale à 1. De même, nous avons constaté que la somme des probabilités était également égale à 1. Nous avons fait l'étude de la moyenne arithmétique qui aurait pu nous permettre de pouvoir trouver
une valeur petit m. De même, en probabilité, nous parlons d'espérance mathématique définie comme étant le produit de la valeur multipliée par sa probabilité, et on fait la somme de tout ça qui nous donne une valeur notée mu, c'est-à-dire la lettre grecque m. Également pour la variance, aussi bien en statistique qu'en probabilité, nous pouvons parler d'écart, et en statistique, nous avons vu que les écarts au carré étaient multipliés par les fréquences, tandis que en probabilité, les écarts au carré sont multipliés par chaque probabilité, et ensuite on fait la somme. Donc le tableau de probabilité ressemblera exactement à un tableau statistique. Nous pouvons terminer en incluant les écarts types, définis toujours de la même manière. Il suffira à chaque fois, pour trouver cet écart type, de faire la racine carrée de la variance. Revenons donc à notre jeu de pile ou face et examinons ce qui se passe au niveau probabilité. Établons donc un tableau qu'on pourra appeler de nouveau un tableau statistique. On va plutôt parler cette fois-ci d'un tableau de probabilité. Allons-y. Alors, remarquez que plutôt que de mettre xi, j'ai préféré mettre grand X, puisqu'il ne s'agit pas toujours d'événements élémentaires. Je m'explique. Pour perdre 3 €, je dois avoir soit pile face ou bien face pile, c'est-à-dire que j'ai cette fois-ci deux événements élémentaires qui ont été pris ensemble et dont la probabilité de pouvoir l'obtenir correspond donc à 1/2. Je vais rajouter les deux autres cas. Nous pouvons gagner 2 € si nous avons face-face. Nous avons une chance sur 4 de pouvoir obtenir ça. Et pour gagner 5 €, il faut pouvoir faire pile-pile. Et là, j'ai de nouveau une chance sur 4. Voilà, les fondations de mon tableau sont terminées. Je peux déjà vérifier que si je fais la somme de toutes les probabilités, je dois fatalement obtenir 1. Bien, si je veux faire maintenant le calcul de l'espérance mathématique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier chacune des valeurs par sa probabilité. Donc, je vais faire moins 3 fois 1/2. Ça va faire moins 3/2. Je dois ensuite multiplier 2 fois 1/4, ça fait 2/4, ça fait 1/2. Et puis ensuite, j'ai ici 5 fois 1/4, ça fait 5/4, ce qui donne 1,25. Notez qu'il n'est pas question de faire une somme pour obtenir 1. Au contraire, si je fais la somme, je vais obtenir le résultat de l'espérance mathématique. Si je fais ce calcul, ça va faire moins 6/4 plus 2/4 plus 5/4. Je vais obtenir 1/4, c'est-à-dire 0,25. Donc je sais que l'espérance mathématique me donne une valeur qui vaut 1/4. Si vous préférez, c'est 0,25. Voilà. Et ensuite, pour pouvoir calculer la variance et l'écart type, eh bien, je vais faire comme avant. Je vais devoir commencer par calculer les différents écarts, donc c'est-à-dire la valeur moins ce que je peux appeler la moyenne, dans le sens des probabilités. Donc, je vais obtenir moins 3 moins 0,25. Ça va me donner moins 3
1,25. Ensuite, 2 moins 0,5, ça me fait 1,75. 5 moins 0,25, ça me fait 4,75. Ensuite, je sais que je dois élever cela au carré. Ça va me donner ici, donc moins 3,25 au carré, ça me donne 10,5625. Je vais noter 10,56. 1,75, ça va me donner 3,0625. Et 4,75 au carré me donne 22,5625. Et à la fin, je dois multiplier tout ça par les probabilités. X moins mu au carré fois P de X, comme ceci. Voilà, j'ai passé des colonnes pour que ce soit plus visible. Alors, j'ai comme première valeur, j'ai donc 10,5625 multiplié par 1,5. Ça va me donner une valeur de 5,281,25. Allez, j'ai la place, donc je peux mettre la valeur. Alors, 3,06 multiplié par 1/4, ça va me donner 0,76 56 25. Et j'ai 22,5625 multiplié par 1/4, ça me donne 5,64 0625. Quand j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à faire la somme pour obtenir la variance. J'obtiens 11,6875. Donc je peux le noter en bas que la variance me donne 11,6875 et que la valeur de sigma, c'est donc la racine carrée de ce que je viens d'obtenir, donc de 11,6875, et je vais obtenir un résultat de 3,419. Après cela, vous pouvez recommencer avec l'exemple du dé à jouer. Si vous prenez un seul dé, plutôt que de parler de gain, vous pouvez recommencer à prendre les valeurs. Ça veut dire que dans la colonne, la première colonne, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la colonne des X. Pour P de X, vous allez avoir un sixième partout. Et vous pouvez recommencer tout l'ensemble, ce qui fait que du coup, vous allez tomber sur une espérance mathématique qui vaut 3,5, une variance qui vaut 2,9167 et un écart type qui vaut 1,7078. Également, avec le dé à jouer, là de nouveau, vous allez avoir toutes les valeurs de x qui vont aller jusqu'à 2 jusqu'à 12. Replacer toutes les probabilités qui vont de 1 36e jusqu'à 6 36e pour la valeur de 7 et puis qui décroît de nouveau. Et puis c'est rebelote, vous faites exactement le même tableau. Vous allez tomber sur une espérance mathématique qui vaut 7, une variance qui vaut 5,8 et puis tout des 3, 3, 3, 3, 3, 3, et puis un écart type qui vaut 2,4152. Pour terminer cette leçon,
nous allons examiner quelques théorèmes où nous avons deux variables dites aléatoires, c'est comme ça qu'on les appelle lorsque on parle de probabilité, et une constante que je note petit c. Alors, si je veux calculer l'espérance mathématique d'une constante, ça vous pourrez éventuellement le vérifier, eh bien, je vais trouver la constante. En fait, la constante va se mettre en évidence. D'ailleurs, puisque je parle d'évidence, si je fais le calcul de l'espérance mathématique d'une constante fois une variable, eh bien, je vais pouvoir sortir la constante. C'est un petit peu comme le principe avec le symbole sommatoire. Règle assez simple en ce qui concerne l'espérance mathématique. Si je veux faire l'espérance mathématique de la somme de deux variables aléatoires, eh bien, il me suffit de faire la somme des deux espérances mathématiques. Même chose si c'est moins. Donc je peux faire plus ou moins. Ça va donner la même chose. Par contre, et ça c'est intéressant, si vous faites le calcul de l'espérance mathématique de la variable, moins l'espérance mathématique de x, donc toujours de la même variable, donc de mu. Donc on est bien d'accord qu'il s'agit bien de mu de x. Ça va vous donner 0 à tous les coups. Quand on est sûr de notre coup, il n'y a pas besoin de noter comme indice grand X. Il n'est pas utile. Donc voilà en ce qui concerne tous les théorèmes de l'espérance mathématique. Théorème concernant la variance. Donc c'est rebelote. Si maintenant je veux connaître la variance et que j'ai affaire à une constante, eh bien, je vais obtenir 0. Si je fais la variable d'une constante multipliée par la variable aléatoire, on aurait envie de dire que c'est égal à c multiplié par la variance de la variable. Eh bien non, c'est c carré. Si je veux calculer la variance de la somme ou même de la différence de deux variables aléatoires, eh bien, je prends la variance en x, je prends la variance en y, et dans les deux cas, c'est plus. Et enfin, dernière règle, si je veux calculer la variance d'une variable aléatoire moins la moyenne mu, eh bien, c'est la même chose que la variance en x sans se préoccuper de cette moyenne. Fin de cette leçon.